qui peut paraître juste de bon sens pour d'autres? En fait, nous, on avait publié un texte dans Valeurs Actuelles avec mon collègue Denis Bouvier sur ce sujet-là, où on expliquait justement que depuis le 7 octobre, à notre sens, il fallait une loi pour créer un délit d'antisionisme. Et je vais l'expliquer très simplement, et je suis plutôt d'accord du coup avec ce qu'a dit Maître Pardo, c'est une question de politique publique. Vous avez depuis le 7 octobre une corrélation systémique en termes de actes antisémites et de l'évolution du conflit au Proche-Orient. Je prends des chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a plus de 3300 actes antisémites depuis le 7 octobre. 7 octobre 2023. Ça fait une augmentation de 300%. Or, quand vous regardez les chiffres et le détail de ce que donne le ministère de l'Intérieur, il y a près de 50%, plus de 50% des actes antisémites qui sont directement corrélés au conflit entre Israël et la Palestine. Et dans 33% des cas, Israël est clairement et explicitement mentionné. Donc ça démontre bien qu'aujourd'hui, par les chiffres, l'antisionisme est devenu le nouvel antisémitisme. Et donc, comme toute politique publique, quand vous voyez des indicateurs qui augmentent, il faut combler cela par une réponse, notamment judiciaire. Donc c'est pour ça que je ne mettrai pas la loi Yadan sur le même plan que la loi Guesso, par exemple. Là, c'est vraiment, et elle s'intitule comme ça, pour lutter contre toutes les formes renouvelées d'antisémitisme. Un tout dernier mot sur ce sujet. Yohann, je vous donne la parole parce que je découvre. En effet, ce qui est le plus insupportable au niveau européen, c'est que ceux qui sont pour plus d'immigration ne sont rarement ceux qui en subissent les conséquences. Prenez des exemples longtemps, jusqu'aux années 2022-2023, les pays qui voulaient plus d'immigration en Europe étaient les pays d'Europe du Nord, pour combler notamment des défauts en termes de natalité, de modèle social, de modèle économique. On se souvient évidemment de Angela Merkel qui a accueilli 1,5 million de migrants lors de la crise migratoire de 2015. Et cela a créé forcément un appel d'air. Là, aujourd'hui, on a un autre pays, l'Espagne, pour des raisons du coup idéologiques, même s'il y a aussi des raisons liées à leur marché du travail, mais des raisons qui sont idéologiques, qui sont liées à un gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, qui veut annoncer et régulariser 500 000 sans-papiers. Or, le véritable sujet, c'est que lorsque les migrants arrivent au niveau européen et arrivent dans les pays d'Europe du Sud, donc que ce soit en Grèce, en Italie, en Espagne, les pays qui ciblent comme étant les pays dans lesquels ils veulent habiter, c'est toujours la France, l'Allemagne, les pays d'Europe du Nord, et le Royaume-Uni qui n'est pas dans l'Union européenne. Et le fait d'avoir un gouvernement comme l'Espagne qui doit normalement... Parce que quand on fait Schengen, ça veut dire qu'on délègue la gestion des frontières aux pays qui sont en contact des pays extérieurs, donc en l'occurrence avec la Méditerranée, aux pays notamment d'Afrique du Nord ou aux Balkans. Or là, on délègue la gestion de la frontière à un pays comme l'Espagne ou comme l'Italie. Or l'Espagne, justement, crée de fait un appel d'air et donc nécessairement, ce qui va arriver en Espagne va se retrouver inévitablement en France et dans les pays européens. Ça fait longtemps que la question de Schengen se pose et c'est de... Que l'Europe, les pays de l'Union européenne ne savent pas expulser les ressortissants des autres pays. Aujourd'hui, c'est ça le vrai sujet. Quand vous comparez... Mais vous pouvez faire les lois les plus dures. Oui, vous êtes tenus par les accords internationaux. Une directive justement européenne pour faciliter la directive retour, pour faciliter justement les expulsions. Mais les pays européens n'arrivent pas à expulser. Aux États-Unis, on est à peu près en moyenne sur les années à 30% d'exécution des équivalents des OQTF. Dans les pays de l'Union européenne, on est entre 15 et 20%. Bon. Et dans les pays comme l'Australie ou comme le Japon, on peut arriver à des taux comme 60-70%. Donc l'Europe aujourd'hui, les pays européens n'arrivent pas à expulser parce que justement, ils n'ont pas le bon logiciel pour pouvoir répondre à une attente majeure. Or, si vous voulez, si vous avez des problèmes d'OQTF dans notre pays, c'est un des enjeux des OQTF, c'est que beaucoup de gens qui sont régularisés perdent à la fin de leur permis de séjour, notamment, ils ne le renouvellent pas ou alors l'administration leur refuse un renouvellement et donc ils rentrent dans la clandestinité et ils ne veulent jamais partir. C'est ça aussi aujourd'hui. Donc, si vous arrivez à amener des gens à chaque fois, forcément, vous n'arrivez plus à expulser. On va parler de 2027 dans un instant. Les candidatures qui s'enchaînent. On en parle juste après la pause. À tout de suite. Sur ces chances, je pense qu'il y a un petit espace en fait, si on peut reprendre un peu l'historique. Il y a un avant et après des solutions quand même. Complètement, mais en fait le point c'est qu'en fait je pense qu'il veut faire Gabriel Attal veut faire le même pari qu'a fait Emmanuel Macron en 2016, c'est-à-dire l'idée que le président sortant ne peut pas se représenter, donc François Hollande en 2017 parce qu'il était très impopulaire, Emmanuel Macron pour des raisons constitutionnelles, et que surtout en fait à gauche
la gauche se radicalise tellement et Jean-Luc Mélenchon a tellement mis la main sur la gauche d'un point de vue intellectuel que même si le PS présente un candidat qui sera indépendant de Jean-Luc Mélenchon, le logiciel politique sera de toute façon très à gauche, Olivier Faure, etc. et que Glucksmann de toute façon sera empêché d'y aller et qu'il fait le pari que Édouard Philippe va être englué dans une sorte de primaire ouverte sauvage avec Bruno Retailleau et qui donc le conduirait à prendre, Édouard Philippe, des positions entre guillemets à droite. Et donc lui se dit, de la même façon que ça a été François Fillon qui a été le candidat qui est sorti de la primaire et non Alain Juppé. Et donc de la même façon que c'est ouvert un espace pour Emmanuel Macron pour, on va dire, mettre les deux bouts centre-gauche, centre-droit ensemble, Gabriel Attal pourrait faire ce même pari-là. Le vrai problème qu'il a par contre, et là je rejoins à ce qu'a dit Johan, c'est le bilan du macronisme, premier point, et surtout deuxième point, c'est que l'espace du centre ou de l'arc de la raison est ultra récessif depuis déjà plusieurs années, compte tenu des résultats en termes de politique publique, en termes de politique économique. Un autre homme se place sur cette ligne de départ, c'est François Hollande qui se prépare